Parfait. Donc, j'appelle le docteur Philippe Akis et pendant qu'elle monte, j'en profite pour demander à Stéphanie comment elle va manier ces 2 nouvelles thérapies qui arrivent en 2023, comment elle va les intégrer dans son arsenal thérapeutique. Alors en fait, c'est très stimulant parce qu'on va devoir réfléchir plus longuement et essayer de bien examiner les patients et de voir si on a un petit peu des marqueurs pour savoir si c'est un patient qui a plutôt bénéficié d'un corticostéroïde d'un côté puis, ou d'autre part dans un anti-VEGF. Et si on se décide à aller vers un anti-VEGF, eh bien, en fait, il va falloir faire le ratio avant la prescription sur un peu l'efficacité, la durabilité et les effets secondaires. Donc je pense qu'au départ, on va être tous emballés par les nouvelles molécules et les tester à juste titre, surtout qu'on a des patients parfois qui peuvent être un peu limites sur la durabilité avec les molécules actuelles. Et ensuite, il faudra faire une vraie réflexion sur qui doit avoir quoi pour de la médecine personnalisée. Donc très stimulant. Merci. Élise, c'est à toi. Oui, je remercie Isabelle Aknin pour son organisation. Et donc, je remercie également Aude Couturier pour le support de cette présentation. Je vais vous parler des nouvelles images en OCT, en OCTA dans la rétinopathie diabétique. Donc, qu'est-ce que va nous donner l'OCT dans l'œdème maculaire diabétique d'abord? Il faut regarder plusieurs choses à l'OCT. La présence de points hyperréflectifs que l'on peut voir même à un stade pré-œdème. On va examiner l'interface vitréomaculaire, on va regarder la localisation et la taille des kystes, leur caractère réflectif ou pas, la présence de fluide sous-rétinien, la présence de drilles et les altérations des couches externes. Il y a même une classification récente qui vise à grader ces différents biomarqueurs afin de donner un stade d'avancement de l'œdème, donc soit modéré, advanced, sévère ou atrophique quand les altérations des couches externes prédominent. L'autre chose que l'on peut observer dans l'œdème maculaire diabétique, c'est la présence de télangiectasies capillaires qui peuvent donner plutôt des œdèmes focaux. Donc on va mieux les visualiser en angiographie à l'ICG, où les lésions vont apparaître au temps tardif, mais finalement, à l'OCT, on les visualise également assez bien. Si on les regarde, on voit bien ces télangiectasies capillaires qui vont répondre bien au traitement par laser. Et il y a un PHRC en cours comparant le laser associé à des IVT et les IVT seuls dans ces lésions. Cela se permet souvent de réduire l'œdème maculaire focal et également des exsudats rétrofovéolaires qui peuvent s'associer à ces lésions. En OCT angiographie, on ne visualise pas bien ces lésions, alors qu'il y a une image du flux, probablement que le flux est trop lent ou trop turbulent pour être mesuré, mais elle se voit bien dans l'imagerie en face. Il faut bien sûr, à l'OCT, évaluer également la composante de dégénérescence neurorétinienne. On sait que chez les patients diabétiques, il y a une réduction de l'épaisseur des couches internes et de l'épaisseur des cellules ganglionnaires 2 à 3 fois plus rapide que chez des sujets non diabétiques. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en charge et penser à examiner les nerfs optiques de ces patients, encore plus si on injecte des corticoïdes. En ce qui concerne la rétinopathie diabétique, ce qui est le plus récent, c'est l'OCT angiographie. Comment l'OCT angiographie va nous aider dans le diagnostic de cette rétinopathie diabétique? Alors, vous voyez cette image, on observe peu d'hémorragie, de nombreux nodules cotonneux, quelques exsudats en temporale supérieure de la fovea. Et finalement, vous voyez, il y a très peu d'hémorragie, mais quand on regarde l'OCT angiographie, on voit des larges territoires ischémiques. Parfois, l'absence d'hémorragie s'associe à une ischémie très étendue, surtout quand il y a des nodules cotonneux, car vous savez, quand il n'y a plus beaucoup de capillaires à occlure et que les zones d'ischémie sont très étendues, il y a peu d'hémorragies qui apparaissent. Alors, on a réalisé une étude dans le service visant à évaluer de manière semi-automatique la surface de la non-perfusion pour diagnostiquer entre une rétinopathie diabétique non proliférante sévère et une rétinopathie proliférante. Et dans l'ischémie, la surface de non-perfusion prédominait dans le cadran C4, donc très périphérique, sans différence entre les différents cadrans temporal, nasal, inférieur ou supérieur. Et il existait donc une vraie différence de cette surface de non-perfusion entre les non-proliférantes sévères et les proliférantes, avec un seuil de 12,69% permettant de déterminer avec une bonne spécificité la présence d'une rétinopathie diabétique proliférante. Ce qui était intéressant, c'est que chez 17% des patients, on observait des néovaisseaux en dehors du champ obtenu avec l'OCT angiographie. Et chez ces patients, la surface de non-perfusion était finalement plus faible que chez les autres patients avec des néovaisseaux dans le champ de l'OCTA.
donc probablement un moindre degré d'ischémie. L'OCT angiographie, donc cette fois dans une version peut-être moins grand champ, va peut-être nous aider à prédire le pronostic de la rétinopathie diabétique. Cette première étude sur 205 yeux retrouve qu'un élargissement de la zone avasculaire centrale et une diminution de la densité capillaire au niveau du plexus capillaire profond étaient prédictifs de la progression de la rétinopathie diabétique. Et en parallèle, au niveau du plexus superficiel, on observait que quand la densité du plexus superficiel diminuait, cela était prédictif de l'apparition d'un œdème maculaire. Probablement que la rupture de la barrière hémato-rétinienne se fait à partir des capillaires du plexus capillaire superficiel. L'autre travail autour du plexus capillaire profond a été réalisé par l'équipe d'Amani Fauzi, qui a fait une mesure à la fois semi-automatique plus en géométrique des zones de non-perfusion, des déficits de non-perfusion, en même temps que l'analyse de la densité vasculaire. Et elle a montré à nouveau que la densité vasculaire dans le plexus capillaire profond et ces zones surface R de non-perfusion étaient prédictives du risque de complications à 1 an, avec un cut-off de la densité vasculaire dans le plexus capillaire profond de 28,5%. Et cela restait significatif même quand c'était ajusté avec l'âge, le sexe et la sévérité de la rétinopathie diabétique. Nous avons retrouvé un résultat similaire sur vraiment le caractère prédictif également de l'acuité visuelle dans une série de rétinopathie diabétique floride, donc des patients qui n'avaient pas de raison d'avoir une baisse d'acuité visuelle avec un trouble des milieux, avec des images de bonne qualité, qui montraient une aggravation de leur densité vasculaire dans le plexus capillaire profond, et celle-ci était corrélée à leur acuité visuelle. Donc vraiment un rôle prédictif de ce plexus capillaire profond. Enfin, on se demande pourquoi celui-ci est atteint en premier. Il y a 2 hypothèses. Il y a, sur des études histologiques et animales, on voit que probablement la proximité avec les photorécepteurs, qui sont la source principale de stress oxydatif dans les modèles animaux, pourrait le faire souffrir. Et également, une hypothèse d'Amani Fauzi, c'est qu'il y a un vol vasculaire du complexe capillaire profond pour, entre guillemets, sauver le complexe capillaire superficiel et qui expliquerait pourquoi celui-ci souffre tout au long de la progression de la rétinopathie diabétique. Bien sûr, l'OCT angiographie a quelques limites. Il y a peu d'études longitudinales qui ont évalué la relation entre les paramètres d'OCT angiographie et l'évolution clinique de la rétinopathie diabétique. Les reculs ne sont pas très longs. Donc on sait que l'augmentation de la zone avasculaire centrale et la diminution de la densité vasculaire sont prédictifs, avec le rôle de ce plexus capillaire profond. Mais on manque de comparabilité entre les différents appareils qui sont quand même développés ces dernières années, les instruments, les métriques. Et ça, c'est encore ce qui manque. Et bien sûr, on montre toujours les belles images, mais il y a bon nombre d'images qui sont non gradables. Et parfois, les champs d'acquisition sont encore limités. En effet, qu'est-ce qu'on peut avoir comme perspective? Voici une image évidemment de bonne qualité avec le Canon S5 Zefilio qui fait des images très grand champ. Où vous voyez ces larges plages ischémiques et ces nombreux néovaisseaux. Mais encore une fois, c'est très dépendant de la qualité des images. En conclusion, en OCT, on peut observer différents biomarqueurs dans l'œdème maculaire diabétique qui vont nous aider à mieux analyser la prédiction de la réponse au traitement ou de l'acuité visuelle après traitement. Et en OCT angiographie, ça permet une évaluation fiable de la non-perfusion, ce qui est très important à l'ère des anti-VEGF où les signes indirects de rétinopathie diabétique disparaissent, et la détection des néovaisseaux. Et bien sûr, la perte capillaire semble quand même inhomogène. Donc il y a un manque sur l'analyse de la périphérie rétinienne là-dessus qui reste à combler. Et on retiendra qu'une réduction de la densité vasculaire du plexus capillaire profond de moins de 28% serait prédictive du risque d'évolution vers une complication et une baisse d'acuité visuelle. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Élise. Vas-y, viens nous rejoindre, on se sentira moins seul pendant que le docteur Portman nous rejoint. Du coup, avec ces OCTA de plus en plus grand champ, est-ce que tu vois toujours une place dans la prise en charge de l'œdème maculaire diabétique, excepté pour les télangiectasies capillaires, de l'angiographie à la fluorescine? Nous, dans notre pratique courante à la Riboisière, c'est vrai qu'on pratique peu d'angiographie à la fluorescine dans l'œdème maculaire diabétique. Finalement, si on a un doute, on va plutôt faire une angiographie en ICG pour rechercher ces TELCAPS. Donc je pense que la question va plutôt se poser si on a un doute avec un diagnostic différentiel ou d'une autre composante. Voilà, donc plus trop. Et pour les doutes entre néovaisseau, prérétinien et AMIR, également, vous utilisez l'OCTA ? On utilise beaucoup l'OCTA. Ça nous arrive quand même de faire des angiographies. Moi, je pense notamment au cas de mauvaise visibilité.
car les néovaisseaux, si tu mets des filtres sur l'optose, tu les vois quand même assez bien. Dans les cas de mauvaise visibilité, soit avec un gros trouble des milieux ou chez les patients myopes forts, donc c'est un travail qu'on va mener dans le service également sur la capacité de détecter les lésions élémentaires. Là, on peut être amené à réaliser des angiographies car parfois le caractère ischémique est un peu caché. Merci beaucoup.